En fait, quand j'ai été nommée commandante, après tout un processus de recrutement qui était assez long et qui est basé sur les compétences de la personne, indépendamment du genre, c'est des petits bruits que vous pouvez entendre. C'est passé une femme, c'est bien politiquement. Au lieu de se dire, tiens, visiblement c'est la plus compétente, non, c'est plutôt parce que c'est une femme. Après, ça allait la coucher avec X ou Y. Donc voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Féminisme, c'est pas un truc de fille. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une institution au cœur de notre vie collective, la police. La police occupe une place particulière dans nos sociétés. Elle incarne l'autorité, la sécurité et le maintien de l'ordre, mais elle dit aussi beaucoup sur notre manière de vivre ensemble et de partager l'espace public. Or, cet espace public n'est pas vécu de la même manière pour tout le monde. Pour de nombreuses femmes, la liberté de circuler s'accompagne encore de stratégies d'adaptation. Éviter certains lieux, modifier ses trajets, rentrer accompagné ou rester constamment sur ses gardes. Là où certains se déplacent sans y penser, d'autres doivent composer avec la peur, le risque ou le sentiment d'être vulnérables. Face à ces réalités, le rôle de la police soulève de nombreuses questions. Comment répondre au sentiment d'insécurité? Comment faire évoluer une institution longtemps pensée et organisée par des hommes? Car si les effectifs se féminisent progressivement, être une femme dans la police reste une expérience particulière. Que signifie exercer l'autorité dans un métier historiquement masculin? La présence accrue de femmes transforme-t-elle la culture policière? Et à quoi ressemble une police véritablement moderne et inclusive? Pour en parler, nous recevons Christine Camp, commandante de la police municipale de Genève depuis 2018. Nous évoquerons avec elle son parcours et les enjeux liés à l'évolution de la police aujourd'hui. Bonjour Madame la commandante et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aimerions simplement commencer par faire un peu connaissance. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, peut-être d'abord sans parler de police? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je m'appelle Camp Christine, je suis dans la police municipale depuis mars 2001, donc ça fait un peu plus de 25 ans aujourd'hui. Et donc je suis maman d'une fille qui a 9 ans bientôt, tout bientôt. Et voilà, je suis passionnée par mon métier. Merci. Nous vous avons aussi demandé d'apporter un objet qui vous représente ou qui est important pour vous. Est-ce que vous pourriez nous le décrire et raconter son histoire? Oui, tout à fait. Donc c'est une ceinture noire de judo. Ça explique effectivement mon parcours. Donc, depuis l'âge de 5 ans, j'effectue du judo. J'ai grimpé les échelons, donc c'est ce qu'on appelle les différentes ceintures. Et le judo, pour moi, ça a été plus qu'un sport, ça a été vraiment un état d'esprit qui m'a aussi forgé mon caractère d'aujourd'hui. Donc typiquement, ça apprend le respect des autres, le respect des règles, la résilience, apprendre à gérer les frustrations. C'est vraiment un état d'esprit qui me caractérise et qui peut-être m'a aussi permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Merci pour le partage. En Suisse, la police elle est principalement organisée au niveau cantonal. À Genève, il existe une police cantonale ainsi qu'une police municipale, davantage centrée sur la proximité, la prévention et le maintien d'un climat serein dans l'espace public. Qu'est-ce que la police municipale elle fait et qu'est-ce qu'elle ne fait pas à Genève? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est en termes de compétences, déjà au niveau légal, la différence. Donc j'aime dire qu'on n'est pas full compétences. Donc on a des compétences qui sont liées à un travail de proximité, un travail local. Et c'est surtout la connaissance du terrain au niveau des polices municipales. On fait beaucoup d'îlotage, c'est connaître les acteurs et actrices des quartiers, les commerçants, commerçantes, les associations d'habitants, d'habitantes. C'est vraiment être présent dans un plus petit secteur, d'être présent localement, d'être connu de tous ses partenaires et les habitants et pouvoir apporter une réponse, on va dire, concrète et directe à ces acteurs et actrices. Et être une bonne policière ou un bon policier, ça veut dire quoi exactement? Parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, il faut être fort, il faut être musclé, il faut engager le corps. Mais finalement, cette police de proximité que vous décrivez, je pense qu'elle engage aussi des compétences sociales. Et donc, c'est quoi vraiment les compétences qu'il faut, justement, d'après vous?
Effectivement, c'est un doux mélange, j'aime bien dire, entre l'aspect plutôt social, l'aspect empathique, avoir une très bonne écoute. Et puis, effectivement, il y a aussi l'aspect répressif où il faut aller de l'avant, il faut faire usage de la contrainte, surtout en ville de Genève, avec un tissu socio-économique tel qu'on le connaît. C'est vraiment ce doux mélange. Et c'est important pour moi, en fait, dans le profil qu'on recherche depuis que je suis commandante en particulier, c'est vraiment de trouver ce juste milieu et cet aspect social, médiatique, cette capacité justement de pouvoir écouter, pas simplement entendre, mais écouter et d'apporter des solutions qui sont multifactorielles, qu'on appelle un réseau de partenaires. Pour moi, c'était essentiel. Donc c'est vrai qu'on a changé un petit peu notre fusil d'épaule dans le recrutement pour avoir ce doux mélange. Et quand vous avez commencé, c'était quoi le pourcentage femmes-hommes, autant à l'école de police que dans les métiers de la police? Et puis est-ce que ça a évolué entre au début et aujourd'hui, la répartition? Oui, alors moi je suis arrivée donc en mars 2001 avec mon école de formation et on devait être à peu près 8 à 10% grand maximum de collègues féminines. Et puis après, en fait, en valorisant le métier, en expliquant justement les ressources humaines qu'on recherche ou les capacités d'écoute, de médiation, petit à petit, on a pu faire évoluer le pourcentage de femmes qui reste quand même minoritaire. On est à peu près entre 27 et 30% de collègues féminines. Avec aussi les horaires qui sont assez astreignants en ville de Genève, avec une amplitude entre 6h et 3h du matin. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de concilier vie privée et vie professionnelle, la fatigue. Donc on a aussi des parcours de vie avec des femmes qui débutent en ville de Genève pour l'attrait du métier, la diversité du métier, qui après peut-être vont dans une commune en fonction de l'évolution de leur vie privée et qui reviennent aux sources, comme j'aime bien le dire, voilà, quand l'équilibre le permet, toujours entre cette vie privée et vie professionnelle. Est-ce qu'il y avait eu une autre commandante avant vous ? Alors au niveau de la police municipale, non, donc c'était la première fois, en 1er mars 2018, qu'une femme commandait ce corps d'environ 200 agents en ville de Genève. C'était un peu un premier essai. On aimerait revenir donc sur votre parcours qui vous a emmené jusqu'à être la première femme commandante et pouvoir aussi se mettre un peu dans les chaussures d'une policière. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans la police ? Alors, je crois que je suis un peu née comme ça, c'est-à-dire c'est une vocation. Déjà à 5 ans, j'avais une espèce de petite moto où c'était marqué police. Après, donc, j'ai fait mes études. J'avais organisé un petit peu ma vie en me disant, comme objectif, je veux rentrer dans la police. Donc, c'est aussi le judo, le parallèle avec ma ceinture noire, pour me dire, il faut quand même avoir de l'assurance, pouvoir répondre cas échéant physiquement. Et puis, les études aussi, parce que pour moi, c'était important, pour ma famille aussi. Donc, tout était un petit peu préparé. Et puis après, là, j'arrive, fallait faire un choix. Et à l'époque, c'était sécurité municipale. En 2001, ça ne s'appelait pas police municipale. Et en fait, je me suis renseignée et c'est justement ce côté proximité, ce côté mixité entre l'aspect social, l'aspect répression, qui a fait un peu pencher la balance en me disant, mais voilà, ça c'est vraiment, je vais retrouver mon équilibre dans ce métier-là, dans la police municipale. Avant d'être commandante, vous avez aussi connu la formation et le terrain. Plusieurs travaux montrent que la police est façonnée par des stéréotypes associés au masculin. Être dur, ne pas montrer ses émotions, tenir physiquement et psychologiquement. Le vrai flic est celui capable d'imposer son autorité et de ne jamais sembler faible. Tout ceci doit probablement se construire très tôt, dès la formation. Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours depuis l'école de police jusqu'à votre place actuelle et les défis que vous avez rencontrés ? Alors j'ai eu la chance justement de pouvoir entrer à l'instruction. Donc de 2003 à 2015, donc je m'occupais de la formation des nouvelles agentes et des nouveaux agents, ce qui a permis de mettre un petit peu ma griffe, effectivement, dans des choses pour casser un peu ces stéréotypes, d'une part en termes de genre, d'équilibre, des forces et des faiblesses de chacun et chacune, et puis de mettre en avant justement cet aspect-là, pas uniquement formé sur l'aspect répressif, mais formé aussi sur le vivre ensemble, sur toutes les qualités
qualités qu'on recherche aujourd'hui, en tout cas que je recherche depuis que je suis commandante. Donc c'était vraiment sur l'écoute, l'aspect sociabilité, l'aspect médiation, trouver des solutions concrètes, pas minimiser les différentes problématiques. J'ai aussi créé un code, alors ça c'est plus tard en tant que commandante, un code de déontologie. Pour moi c'est extrêmement important que tout le monde soit traité de la même manière, indépendamment du genre, indépendamment de la religion, les convictions ou autres. Pour moi c'est des valeurs importantes. Tout le monde doit avoir sa police de proximité, indépendamment de son statut ou autre. Donc la formation a évolué avec des formations en plus, des blocs de formation qui n'existaient pas, mais vraiment liés sur l'aspect qualité sociale. Et comment c'était pour vous d'être une femme dans un bastion d'hommes ? Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui vous reste en mémoire où vous avez senti que vous étiez une femme dans un milieu d'hommes ? Alors, je dois dire, en fait, si vous voulez, j'ai fait mon parcours comme n'importe quel, on va dire, policier ou policière municipale. Donc, j'ai un peu gagné, on va dire, en crédibilité. Et puis après, j'étais aussi instructeur des tactiques et techniques de défense, en fait. Donc, ça aide aussi pour marquer son territoire. Mais j'ai toujours senti qu'il fallait en faire plus pour gagner sa place, pour gagner le respect des autres. Ça, c'est une certitude. Et puis, un événement qui m'a marqué, en fait, quand j'ai été nommée commandante, après tout un processus de recrutement qui était assez long, et qui est basé sur les compétences de la personne, indépendamment du genre, c'est des petits bruits que vous pouvez entendre. C'est passé une femme, c'est bien politiquement. Au lieu de se dire... tiens, visiblement, c'est la plus compétente. Non, c'est plutôt parce que c'est une femme. Après, ça allait l'accoucher avec X ou Y. Donc, voilà. Avec le recul, vous diriez que vous avez cherché à vous adapter à la culture policière ou plutôt, dès le début, vous avez essayé de construire votre propre manière d'exercer ce métier, loin des codes, un peu de la virilité qu'on évoquait plus tôt ? Je pense que je suis restée moi-même. En fait, effectivement, j'avais pas à changer parce que c'était pas la vision que j'en avais d'une police qui doit être à l'écoute, qui doit percevoir les problématiques, les sentiments d'insécurité. Ça reste des sentiments, donc il faut comprendre la source et il faut trouver des solutions. Donc j'ai plutôt imposé et j'ai eu la chance d'être à l'instruction, ce qui m'a permis d'avoir des outils pour faire évoluer les mentalités, mais je partais du principe que il fallait que ça aille dans le bon sens et pas dans le sens ancien avec justement des préjugés, des stéréotypes de comment doit être un policier ou une policière, quelle attitude il doit adopter, qu'est-ce qu'il doit démontrer. Derrière l'uniforme, vous avez des êtres humains. Et du coup, qui ont aussi leurs faiblesses, qui ont aussi leur vécu. Et des fois, c'est possible aussi de craquer, il n'y a pas de honte, il faut rester soi-même. Est-ce que vous avez déjà eu envie de quitter ce milieu ? Non, parce que c'est vraiment une conviction, en fait. Du coup, tant que j'ai l'impression de pouvoir apporter quelque chose, faire évoluer, pour moi, dans le bon sens. Mais tant que j'ai cette fibre et je sais pour qui je travaille, pour le bien de la population. Donc c'est vrai que quand des fois c'est un petit peu difficile, je me raccroche. T'es là, t'essayes de faire le bien, c'est ton objectif, travailler pour toute la population, et puis ça me redonne un coup de boost. Donc c'est vraiment des valeurs pour moi qui sont essentielles, l'aide aux autres. Et je trouve que c'est un super métier pour ce type de valeurs. Donc vous vous raccrochez comme ça à vos valeurs, à des attributs très internes, mais est-ce qu'il y a aussi eu sur votre parcours des soutiens ou des personnes qui vous ont invité à persévérer quand c'était plus difficile ? Oui, j'ai eu la chance. Déjà, je trouve des ressources au sein de ma sphère privée, avec des gens qui ont toujours cru en moi, qui sont fiers de moi, qui ont vu aussi, quand des fois c'était plus difficile, des attaques personnelles alors que on représente une fonction. Ça, c'était un peu plus dur, mais du coup, c'est surtout dans ma vie privée que je trouve ces ressources, mais également avec des gens croisés au passage, qui disent « c'est super ce que vous faites, merci, notre situation elle a bien évolué, continuez comme ça », avec des applications, des choses que j'ai mis en place, en fait, on sent que ça a une réponse positive auprès de la population et ça suffit à valoriser ce qu'on fait et à se dire on est dans la bonne cible, on va dans la bonne direction. Et quand vous avez été nommée commandante, quelles ont été les réactions, voire les résistances à votre nomination, que ce soit à l'interne ou aussi parmi les partenaires extérieurs ?
Alors, évidemment, de se dire une femme qui commande au secours. Voilà, il y a un peu des réactions comme ça en disant c'est jamais arrivé. Comme je vous l'ai dit avant, c'est parce que c'est une femme. Voilà. Après, où j'ai eu la chance, j'ai pas eu trop de gens qui se sont braqués parce que j'avais fait mon parcours depuis le début. J'ai commencé comme aspirante à l'école. J'ai fait mes preuves. J'ai grimpé petit à petit l'échelon. Donc, j'ai gagné une espèce de crédibilité, sachant qu'à l'interne, par exemple, la plupart des collègues, c'est moi qui les ai formés avec le temps. Donc, en fait, ils savent ce que j'ai démontré et ils respectaient, en fait, ces acquis. Donc, j'ai eu quand même très peu, on va dire, de levée de bouclier ou de réactions un peu épidermiques. À l'externe, j'ai eu beaucoup de félicitations. Il y a eu beaucoup d'attentes aussi. C'est-à-dire, t'es une femme, on attend de toi, que tu changes les choses, que tu fasses évoluer. Et puis, à l'interne, il y a eu un phénomène assez impressionnant, c'est la libération de la parole des collègues féminines. Donc, sans critiquer ce qui se passait avant, c'était un autre système, une autre façon de voir. Elles sont venues petit à petit me demander des entretiens et elles m'ont raconté en fait ce qu'elles ont vécu, qui était pour moi j'étais un peu à l'aveugle parce que j'avais pas la fonction que j'ai maintenant depuis 2018 et j'étais assez sidérée des événements qu'elles ont pu vivre et du coup je me suis tout de suite attelée à la tâche justement pour réparer ça, les reconnaître en tant que victimes. Et je fais ce côté assez dur, donc c'est vrai qu'ils savent. Enfin, moi, on m'appelle un peu une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que pour des choses, je peux être intransigeante, mais aussi très empathique et à l'écoute. Donc c'est un peu cette mixité. Ce fameux doux mélange. Oui. Et justement, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, vous avez l'impression que augmenter le pourcentage de femmes dans la police suffit à transformer la culture policière? Ou est-ce qu'il y a des choses concrètes qui doivent être mises en place en plus? Alors déjà, il faut attirer dans les métiers de la police. C'est déjà pas, dans le recrutement, c'est déjà assez complexe. Mais je pense qu'effectivement, augmenter le taux de part de collègues féminines, c'est pour moi important. Mais c'est aussi mettre en place un système d'accueil, c'est-à-dire un travail qui se fait de manière saine. Mais du coup, c'est de préparer le terrain à cette évolution. Et pour nous, c'est important, mais d'une part, pour la prestation à la population, d'avoir plus de collègues féminines dans la réponse qu'on donne dans les différents domaines, mais aussi purement opérationnel, typiquement quand on doit faire des fouilles de personnes. Donc, c'est important de pouvoir compter sur une collègue féminine quand la personne interpellée est une femme. Donc, c'est vraiment deux aspects. Et en fait, c'est aussi démontrer l'aspect opérationnel pour trouver une plus-value aussi dans le recrutement. Mais c'est aussi pouvoir permettre des taux de travail à 80%, à 60%. Donc, ça n'existait pas avant moi. Maintenant, je mets en place des aménagements d'horaires, peut-être aussi des fonctions particulières en fonction de la situation pendant un temps donné. Donc c'est cette faculté d'adaptation qui n'était pas possible avant. Et donc du coup c'est un tout. Et puis aussi dans la promotion du métier. C'est tout bête, mais dans l'affichage, donc on voit plus de collègues féminines qu'on ne voyait pas avant, de montrer que derrière, ça peut être une femme, un homme, de montrer justement que les femmes, elles ont leur place dans ce métier. Donc c'est aussi dans la promotion, dans les rapports d'activité, pas exclusivement des femmes, mais montrer que c'est un métier comme un autre. On voudrait revenir sur le thème sensible des violences sexistes, sexuelles et discriminatoires. Est-ce que vous seriez d'accord de partager un peu votre expérience personnelle? Est-ce que vous en avez été victime ou témoin, ou justement quand vous êtes arrivée au poste de commandante, comment vous avez pris ça en charge, etc.? Oui, alors moi, je n'ai pas eu de problème personnellement, ou peut-être que j'étais pas non plus spécialement formatée à avoir cet œil avisé sur ces problématiques-là. Et puis déjà au judo petite, j'étais la seule fille. Pour moi, c'était normal, j'avais pas de problème particulier. En tout cas, ils n'ont pas osé. Avec moi, d'avoir des gestes déplacés ou autres. Les remarques, je les recadrais direct. Donc, en principe, ma place s'était faite. Ils savaient qu'il ne fallait pas m'embêter. Donc, je n'ai pas eu trop de problèmes. Et puis, effectivement, c'est en prenant cette place de commandante. Et les femmes, donc la parole s'est un peu déliée. Et par rapport à les situations, je dis, on ne peut pas
on ne peut pas continuer comme ça. Déjà, d'une part, elles sont en stress de venir travailler, ça n'est pas possible. Et puis, c'est pas une manière de faire. Enfin, pour moi, c'était inacceptable. Donc, du coup, on fait marcher les petits leviers qu'on a sur les aspects suivis. Donc, il y a le groupe de confiance. Enfin, on actionne un petit peu tous les leviers qu'on a pour aller plus loin dans la démarche. Après, il est vrai que il y a toujours une espèce de réserve et de difficulté à parler de ces problématiques. Donc, elles sont venues m'en parler, mais après, il y a toute une procédure à mettre en place. Et à ce moment-là, d'être reconfrontée à son bourreau, entre guillemets, des fois, parfois, c'est trop stressant. Donc, il y a toute cette phase de mise en confiance, d'explication qui est pas évidente. Je suis arrivée, on secoue un petit peu le tapis, puis on se dit, c'est quand même un gros chantier. Ouais, justement, on s'est posé la question au-delà des enjeux liés au genre. Comment est-ce que la police, elle intègre un peu la prévention et la gestion des autres formes de discrimination, notamment envers cette communauté-là, LGBTQI, ou même les personnes racisées, et quel rôle jouent, en fait, selon vous, les politiques de recrutement plus inclusives, etc. Donc, je pense que ça évolue, du coup, on va faire le bon sens, d'après vous. Oui, alors ça aussi, on revient un petit peu de loin, mais le but d'une police de proximité, c'est d'être le reflet de la société. Donc nous, c'est vrai qu'on engage, par exemple, les livrets, les permis C. Donc déjà, on a une représentation qui est un peu plus multiculturelle au sein de nos rangs. Donc ça, c'est important. Et puis, surtout, on a développé énormément de formations. Depuis 2018 en particulier, parce qu'il faut avoir, on va dire, le rang qui permet de faire des inputs et de décider. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir une magistrate qui me suit et puis qui va dans le même sens. Donc ça aide pour développer un peu ce type de formation. Mais du coup, on a beaucoup travaillé sur le harcèlement de rue. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais voilà, il y a la formation avec on a travaillé avec Dialoguer pour sensibiliser tout le corps, y compris les aspirants. Donc maintenant, c'est toujours en formation de base, comme ça on est sûr que le message passe sur comment appréhender ces situations, toujours dans le respect du code de déontologie. Donc on voit que ça a déconstruit quand même quelques mécanismes. Après, c'est pas 100% de réussite, je pense que voilà, mais ils savent que d'avoir des étiquettes, c'est humain, mais ils les laissent au vestiaire. Quand on représente l'autorité, on doit avoir un respect de toutes les personnes avec lesquelles on travaille et pour lesquelles on travaille. Donc avec Dialoguer pour ça, avec le deuxième observatoire lié justement, on les fait évoluer. Là, on a travaillé aussi avec Alzheimer, parce que ça fait aussi partie des personnes avec lesquelles on a des interactions, l'autisme, on essaye vraiment d'imputer, j'essaye vraiment ils aient une boîte à outils énorme et puis qu'après ils n'ont plus qu'à piocher et surtout qu'ils aient des bonnes réactions. On a développé aussi Procom, donc c'est une application en fait où vous avez un traducteur en langue des signes en direct parce qu'on a ces personnes ont les mêmes droits que tout le monde et on n'est pas un service d'urgence, donc comment est-ce qu'ils pouvaient intervenir avec nous? Donc à force de se renseigner, on a trouvé et puis j'ai fait développer ça. Donc c'est vraiment l'égalité des chances pour tout le monde. Derrière l'uniforme, il y a aussi une vie et des choix personnels, notamment autour de la famille. On aimerait maintenant alors aborder un autre aspect essentiel, celui de la parentalité et de sa compatibilité avec les exigences policières. Est-ce que vous diriez que parentalité et police sont réellement compatibles en 2026 ? Oui, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas de frein. Après, les horaires astreignants, le côté, les risques psychosociaux dans le cadre de son activité, c'est tous des paquets qu'on doit essayer de laisser au vestiaire quand on retourne chez soi, auprès de ses proches, auprès de sa famille, de ses enfants. Et ça, c'est toujours une espèce de travail personnel à faire qui est assez compliqué. Mais après, je pense que c'est réalisable. Il faut aussi trouver
voilà, chercher de comment on arrive à garder un équilibre vie privée et vie professionnelle. Si je peux parler de mon cas, bon, je suis plus dans le terrain, mais voilà, mon mari, on a un peu inversé les rôles, entre guillemets. Donc, mon mari a arrêté de travailler pour s'occuper de notre fille. Donc voilà, il savait que mon métier, c'est ma passion et c'est un équilibre qu'on a trouvé. Et du coup, je sais, moi, je peux faire mon travail de manière sereine parce que je sais qu'elle est avec son papa. Donc voilà, mais ça implique des choix, ça implique voilà, un équilibre à trouver au sein de la famille. Et c'est vrai que quand vous évoquez votre situation personnelle, enfin, ce qui me vient aussi en tête, c'est aussi les nouvelles formes de faire famille. Les familles monoparentales ou les deux conjoints qui décident de travailler à 100%. Est-ce que dans ces cas-là, il y a des ajustements qui peuvent être imaginés, soit pour les horaires de travail ou les horaires de réunion? C'est toutes des choses qui ont été montrées comme favorisant aussi la parentalité égalitaire. Donc, alors nous, après, c'est les leviers que le statut nous permet, mais c'est essentiellement les taux d'activité. C'est aussi des aménagements d'horaires temporaires. Donc, il y a déjà tout ce qu'il y a avant, en fait. Quand la collègue féminine est enceinte, elle est automatiquement sortie du terrain. Elle peut aller à la centrale, dans un guichet. Enfin, voilà, il y a aussi déjà avant la naissance, des mesures qui sont prises d'accompagnement. Après, il y a la phase d'allaitement, donc on aménage les horaires. Il y a aussi des secteurs d'activité qui sont peut-être moins, on va dire, dangereux ou moins exigeants. Donc, c'est toutes les discussions qu'on a avec la collaboratrice pour essayer de trouver la meilleure alternative possible dans une période donnée. On sait qu'après, quand les enfants commencent l'école, c'est un peu plus simple. C'est toujours la phase d'avant avec trouver une crèche et autres qui est un petit peu compliquée. Du coup, on les aide au maximum. Après, c'est vrai qu'on n'a pas des places prioritaires dans une crèche ou autre. J'avais essayé de trouver avec Chaperon Rouge, on avait approché un petit peu, mais c'est vrai que la demande, elle est tellement forte que c'est pas forcément évident et c'est pas équitable vis-à-vis d'autres métiers de l'administration. Donc ça, c'est un autre niveau politique que ça doit être fait. Et quels aspects pourraient être encore améliorés pour faciliter justement la vie d'un ou d'une policière, principalement, comme vous le disiez, avec des enfants en bas âge? Ce serait quoi le prochain petit pas? Alors, je dois avouer que, par exemple, typiquement, c'est de se dire que l'amplitude horaire, elle est beaucoup moins élevée. Mais après, j'ai aussi des besoins opérationnels, donc c'est pas toujours évident. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment une discussion. Parce que la démarche, elle doit être des deux côtés. Qu'est-ce qu'on peut amener l'une et l'autre pour trouver une solution qui peut fonctionner aussi de manière opérationnelle. Donc après, on est essentiellement un service de corps uniformé. On a très peu de fonctions, on va dire, qui sont plus dans des horaires variables de bureau. Donc, j'ai assez peu, on va dire, de possibilités de mobilité au sein même du service. Donc, c'est assez compliqué. Donc, on essaye au mieux, mais là, pour l'instant, je n'ai pas d'autre idée. Plutôt des solutions individualisées. Oui. Et on vous propose de revenir maintenant aussi sur les missions de votre institution et les actions que vous avez mises en place depuis votre arrivée à ce poste. La police municipale, elle travaille directement dans l'espace public et on sait que les femmes et les hommes ne vivent pas la ville de la même manière et occupent l'espace public de la même manière. Historiquement, les hommes sont très présents dans l'espace public et puis les femmes plutôt peut-être retirées dans l'espace privé et dans le foyer. Si vous pouviez construire une ville pensée à 100% pour les femmes, elle ressemblerait à quoi ? Alors, je pense peut-être les rues, surtout la nuit, beaucoup plus lumineuses. Après, il y a aussi un intérêt sur la biodiversité, donc voilà, c'est toujours trouver le juste milieu. Mais voilà, avec des espaces, on va dire, des espaces qui sont plus faciles d'accès en termes justement de sentiment d'insécurité, donc la luminosité, les coupes-gorges quand on dit des petites rues, faire aussi en sorte que voilà, tout ce qui est aménagement de lieux de vie, des jeux ou autres, ce ne soit pas que des terrains de foot où c'est compliqué d'essayer de trouver sa place, mais voilà, de faire en sorte que ces lieux ils soient partagés par tous. Après, je suis pas une spécialiste de l'aménagement, mais je pense qu'effectivement des bancs plus grands, je sais pas, mais faire en sorte que ce soit plus convivial quand même. Aujourd'hui, on sent que voilà, il y a
un banc qui est squatté, qui est bien occupé, je pense qu'une femme, elle n'irait pas dire « excusez-moi, j'aimerais juste m'asseoir », parce que du coup, c'est une espèce d'appartenance aux personnes qui sont là. Et donc, peut-être multiplier ces endroits plus ouverts, plus lumineux, ombragés aussi, du coup, aujourd'hui, avec les canicules qui arrivent. Mais ouais, j'ai pas de solution miracle pour ça. Oui, justement, on disait qu'il y a de nombreuses études qui montrent en fait, que les femmes, elles ressentent quand même une forte insécurité dans l'espace public. Ça les pousse souvent à adapter un peu d'autres comportements, ne pas prendre cette rue, ne pas sortir à telle heure, etc. etc. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut se sentir totalement en sécurité en tant que femme à Genève, ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Alors, peut-être ma vision est un peu biaisée, du coup, de par mes formations, ma fonction. Du coup, je reçois moins, peut-être, bien que je pense sans stigmatiser certains quartiers, mais les quartiers où il y a de la vie festive le soir, effectivement, c'est plus problématique. Je pense que les femmes sont en sécurité, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, à ce titre, il fallait proposer quelque chose en tant que police de proximité. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, allez-y, justement, c'était ma prochaine question. La ville de Genève, déjà, fait beaucoup dans ce domaine-là avec les actions zéro sexisme dans ma ville. Et du coup, ça m'a permis, en fait, d'avancer et de se dire, mais moi, j'aimerais offrir quelque chose de concret à ces femmes. J'ai fait plusieurs séances à l'Uni où j'entendais, en fait, justement, cette vision qu'elles avaient, qui n'était pas la mienne, forcément. Du coup, j'avais pas la même perception. Et je me dis, c'est pas possible d'inventer des mécanismes pour éviter de faire 3 kilomètres au lieu de 100 mètres pour rentrer chez soi ou autre. Les transports publics avec cette proximité, c'est une horreur. Enfin, je me disais, mais en fait, ce qu'elles vivent, c'est pas possible. Il faut qu'on ait une solution concrète. Donc, du coup, ça a pris quand même quelques temps de discussion. Il y a des problématiques de budget ou autre. Comment est-ce qu'on y vient? Lausanne avait déjà avancé avec une application qui s'appelle Eyes Up pour dénoncer justement des harcèlements de rue. Mais il n'y avait pas la réponse policière derrière. Et pour moi, je trouve que c'était important aussi d'aller jusqu'au bout du principe. Donc, du coup, on a fait développer... en fait, Genève en poche est une application qui existe déjà, où vous trouvez plein d'infos sur l'actualité, que faire ce week-end, l'agenda, etc. Et du coup, on a mis une petite puce harcèlement de rue qui permet justement aux victimes de dénoncer les cas de harcèlement de rue. Donc, il y a deux principes. D'une part, d'une manière anonyme, c'est tout à fait possible. Donc, les personnes inscrivent ce qu'elles souhaitent de manière volontaire inscrire. Nous, ça nous permet de cartographier les phénomènes. Et vous pouvez également, en inscrivant, vouloir être recontacté. Donc, on a formé 8 spécialistes à l'écoute liés justement à ces phénomènes. Il y a autant des femmes que des hommes dans cette équipe de spécialistes, formés notamment par le 2e observatoire, également avec Action Innocence. Enfin, on avait vraiment essayé d'élargir cette formation-là. Et puis, donc du coup, les personnes sont recontactées dans maximum les 24 heures en fonction de la problématique. On sait malheureusement aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'infractions qui ne sont pas des infractions. On est dans le domaine infrapénal, comme des bruits de bouche, des sifflements. Il n'y a pas de réponse pénale à donner. En revanche, le but, c'était de les reconnaître en tant que victimes. Déjà, on a fait beaucoup de chemin avec ces discussions quand elles se sont senties « quelqu'un m'écoute ». On me reconnaît le statut de victime. Et du coup, voilà, alors soit c'est poursuivi d'office, soit poursuivi sur plainte, on les accompagne, on trouve un poste de police capable d'écouter la victime, et donc après c'est plus notre domaine, hein. Nous on ne peut pas prendre les plaintes pénales, mais on accompagne jusqu'au processus, où on redirige vers des associations spécialisées qui ont l'habitude vraiment de ce domaine-là, donc c'est tout un travail en réseau. Donc on a vraiment ces 2 volets, l'écoute, l'accompagnement et la cartographie du phénomène, ce qui permet moi de mettre les patrouilles, on va dire, au bon endroit, au bon moment, en fonction des informations qu'on a, pour éviter que la problématique se produise, parce qu'en principe, quand ils voient un uniforme, ils évitent leur comportement particulier. Donc voilà. Et puis ça, c'est l'application pour la population. Mais pour que mes agents ils comprennent, qu'ils comprennent les victimes, il fallait aussi qu'eux d'abord soient formés. Donc il y a toute la corporation qui est passée en sensibilisation justement avec le 2e observatoire pour qu'en fait ils aient l'œil avisé.
Parce que c'est vrai que dans la rue, quelqu'un qui siffle, une charmante dame ou autre, il passait tout droit. C'est pas une infraction particulière et ils n'avaient pas l'œil de se dire comment la personne a ressenti ce comportement. Donc en fait, toute cette formation a permis, ok, je pensais pas que c'était un problème. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça quand on a fait le débriefing. Puis maintenant, ils ont vraiment l'œil. Donc s'ils voient ce type de comportement, si c'est pas pénal, évidemment, on pourra pas émettre de sanctions. Ça n'empêche pas d'avoir ce côté un peu moralisateur ou expliquer, voilà, vous n'avez peut-être pas compris, mais cette femme s'est sentie gênée. Peut-être que du coup, elle aura des comportements qui vont être différents la prochaine fois. Elle n'osera plus passer ici. Faire comprendre en fait ce que ça implique chez la victime. Donc, ça, c'est ce côté, voilà, plus de proximité. Super, c'est génial tout ce que vous avez fait. Et justement, est-ce que cette campagne Zéro sexisme dans ma ville, est-ce qu'elle continue? C'est prévu qu'il y ait d'autres actions aussi qui arrivent encore les prochaines années? Oui, je crois que le plan d'action, il est jusqu'en 2030, sauf erreur de ma part. Et donc, il y a plusieurs actions, il y a beaucoup de conférences. Il y a aussi, il y avait des cours de self-défense qui ont été organisés. Elles font beaucoup de travail aussi sur l'aménagement de l'espace public, avec des études qui ont été mandatées. Alors moi, je suis pas spécialiste, moi je m'occupe que de ma petite partie, mais vraiment ça continue à sensibiliser, voilà, l'opinion publique. Et je pense que plus on sensibilise, plus on arrivera à changer les comportements, parce que c'est pas l'aspect répressif qui va changer. Il y a le volet éducatif, où on construit justement des stéréotypes depuis l'enfance. Alors là, c'est plus le département d'instruction publique. Je ne vais pas marcher sur leur plate-bande, mais je pense voilà, plus on faut continuer pour qu'il y ait un réel changement de comportement. Ces questions touchent directement au rôle de la perception de la police dans l'espace public, mais elles s'inscrivent aussi dans un débat plus large sur les pratiques policières elles-mêmes, notamment en matière de contrôle, d'usage de la force et de responsabilité institutionnelle. Qu'est-ce qu'on sait des violences policières en Suisse ? Je ne peux pas parler pour le reste de la Suisse. En tout cas, au niveau ville de Genève, c'est vrai qu'avec toutes les formations qu'on dispense maintenant sur le respect des autres, je pense que j'ose espérer, disons, qu'on n'a pas ce type de problématique. Et après, quand on parle des compétences aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est comme on a des compétences qui sont réduites au niveau des polices municipales, l'action, on va dire, de la force, l'usage de la contrainte, il est quand même un peu moins récurrent qu'au niveau police cantonale. Donc, je pense que ça réduit aussi. Et puis, le code déontologique est très clair. Les sanctions qui sont tombées au début, quand j'ai pris mes fonctions, pour remettre tout le monde dans la bonne ligne. Voilà, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense qu'on se prémunit beaucoup, avec beaucoup, voilà, ces formations, ces sensibilisations, mais aussi taper du poing sur la table et prendre les dispositions quand il faut pour rappeler à l'ordre et puis que tout le monde comprenne que ça, c'est des comportements qu'on ne peut pas accepter. Et là, on a justement ces risques de déviance déjà dans le langage ou autre. Donc, à ma prise de fonction, on avait eu un petit souci aussi comme ça. Mais effectivement, direct, des sanctions, tout le monde est rentré dans le moule. Après, je ne sais pas tout. Je ne sais pas, j'ai tout le monde dans tous les téléphones. Mais je pense qu'on se prémunit quand même avec beaucoup de sensibilisation, d'information. Mais quand vous dites justement on ne sait pas tout, ça me fait penser à cet esprit de camaraderie qu'on décrit parfois comme ça dans les corps essentiellement masculins, où il y a aussi un sentiment de loyauté et de protection entre eux qui fait que certains comportements sont peu dénoncés et peut-être vous arrivent pas tellement ou pas si haut. Comment on fait justement pour aussi essayer de protéger et de contrevenir à ce système qui a été bien décrit dans la littérature? Alors après, à Genève, je pense qu'on est bien lotis aussi dans le cadre juridique. Donc au niveau cantonal, par exemple, il y a l'inspection générale des services, l'IGS, qui s'occupe également des polices municipales. Les citoyens et citoyennes qui ont aussi maintenant qui osent plus dénoncer, aller jusqu'au bout du système. Et on a un procureur général aussi qui a une ligne de conduite qui est extrêmement claire et qui a les mêmes attentes, on va dire, que la commandante de la police et moi-même envers ses agents. Donc je pense que c'est difficile maintenant de passer entre les gouttes. Donc c'est ces personnes qui osent, les langues se délient, qui osent aller jusqu'au bout contre la police. Donc soit on est dans le cadre pénal, donc du coup c'est au niveau du ministère public, soit on est sur le volet disciplinaire,
Et là, donc, ils savent qu'ils défilent dans mon bureau et que c'est une tolérance zéro. Okay. Donc, il y a plusieurs étapes comme ça. Si on vous rapporte une violence policière, c'est d'abord réglé à l'interne et ensuite éventuellement rapporté au procureur général, c'est ça? Alors, ça peut aller dans les deux sens. Après, effectivement, il faut laisser, si c'est au niveau pénal, tout se passe au niveau du ministère public. Et en fait, je vais attendre leur décision pour après travailler sur le plan disciplinaire. Donc, l'entrave à l'action pénale, il faut faire très attention. Donc, voilà, c'est vraiment un échange. Et il y a aussi, on travaille énormément avec l'organe de médiation police. Et ça, c'est très important. C'est souvent, les gens vont se plaindre plutôt vers elle et du coup, ça me revient. Après, la médiation reste une démarche, on va dire, volontaire. Mais j'ai de la chance, mes agents et mes agentes sont toujours partants, en fait, pour aller au bout du principe. Et puis, des fois, c'est moi où je trouve que la situation est un peu particulière et j'ai pas envie que la population ne reparte avec une image en se disant tous les policiers ou toutes les policières municipales, ils sont fermés, ils sont comme ça, ils manquent d'écoute. Et ça permet, voilà, d'échanger et aussi de comprendre les contraintes des uns et des autres et la perception, surtout, de l'action policière des uns et des autres. Donc, quand on est en dehors du volet pénal, j'aime beaucoup travailler avec cet organe qui permet voilà, de remettre les choses à plat dans le contexte. Et puis, l'agent aussi, il progresse. Et puis, la personne peut comprendre aussi que voilà, dans ces situations-là, c'est répression. Tous les délits doivent être poursuivis. Mais après, dans la manière de s'exprimer, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc, j'aime beaucoup travailler avec eux. Et après tout ce que vous avez accompli, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la petite Christine ? Oui, alors la petite Christine, crois en toi, continue à persévérer, voilà, donne du sens à ta vie, et puis à force de travail, et puis de valeurs à défendre, tu y arriveras un jour. Ça semble avoir plutôt bien marché pour elle. Madame la commandante, un immense merci d'avoir accepté cette discussion, d'avoir partagé avec nous votre parcours dans un bastion historiquement masculin, mais aussi pour votre sincérité tout au long de cet échange, c'était très inspirant. Parler de police, ce n'est jamais seulement une question de sécurité, c'est parler de pouvoir, de légitimité, de violence parfois, de confiance aussi, et surtout de celles et ceux qui ont le droit d'occuper l'espace public sans avoir peur. Parce qu'une ville où les femmes doivent encore modifier leur trajet, accélérer le pas ou rester en alerte, ce n'est pas un espace réellement égalitaire et parce qu'aucune institution ne devrait être protégée de la critique au nom de l'esprit de corps ou de silence. Questionner la police, ce n'est pas être contre elle, c'est demander quelle société on veut construire, pour qui et à quelles conditions. Donc merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a fait réfléchir, réagir ou débattre, alors continuez la conversation autour de vous et partagez-le. Aujourd'hui, on remercie La Loterie Romande qui soutient la production de cet épisode, le groupe Traf pour le son maudite, ainsi que les studios Cornland et Kumquat pour l'enregistrement et le montage. C'était Le Féminisme, c'est pas un truc de fille, le podcast qui casse les normes et t'invite à réfléchir autrement. À très bientôt pour un prochain épisode. À vous les filles, terminé.